Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec VIA Wealth Management. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différentes stratégies d'investissement les plus adaptées pour les Français non résidents. Pour cela, il est nécessaire d'anticiper vos besoins en matière de retraite, de santé, d'éducation des enfants, de prévoyance. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Moller, expert en gestion de patrimoine, président et fondateur de VIA Wealth Management et également chroniqueur sur Sud Radio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marie, merci beaucoup pour votre accueil. On va effectivement se partager la parole aujourd'hui pour évoquer les bonnes pratiques en matière de gestion de patrimoine quand on est français et qu'on est non résident. Oui. Je vais démarrer le partage de mon écran. Je vais juste peut-être faire un petit rappel juste avant que vous commenciez, Stéphane. Donc, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet questions que vous voyez sur votre droite du chat. Car après une première partie, donc plus de présentation, de discussion, Stéphane répondra à vos questions. Et si vous souhaitez aussi écouter le webinaire sans entendre les notifications à chaque fois qu'une personne pose une question, n'hésitez pas dans votre chat, en haut à droite de votre écran, à cliquer sur la flèche, pas sur la flèche, sur la petite cloche, comme ça vous n'entendez pas les notifications. Donc Stéphane, je vous laisse peut-être vous présenter et nous parler donc de gestion de patrimoine pour les Français non résidents. Merci beaucoup. Alors, je vous ferai à la fin de ce webinaire une très rapide présentation de VIA, mais je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le sujet du jour, c'était « Je suis expatrié, comment bien choisir mon investissement ?» Alors, en préambule, on a souhaité faire une présentation très générale, accessible au plus grand nombre. On aura d'autres occasions de faire des webinaires avec expat.com, j'espère en tout cas, et on rentrera avec plus de détails dans chacune des problématiques que l'on va aborder aujourd'hui. Schématiquement, il y a 3 étapes principales dans la vie des Français de l'étranger. 1, préparer son départ. 2, gérer son patrimoine depuis l'étranger. 3, préparer son retour. Vous avez tous fait l'expérience de la complexité de gérer son patrimoine depuis l'étranger et de la multitude de démarches à entreprendre. Alors, avant le départ, pour éviter les difficultés et les blocages administratifs, il y a pléthore d'actions à entreprendre, comme ouvrir des contrats d'assurance vie et des PEA, monter des opérations de financement, renégocier ses crédits en cours, ouvrir des comptes bancaires compatibles avec le fait que vous serez plus tard à l'étranger, réaliser un certain nombre de démarches fiscales spécifiques, s'assurer de la couverture de vos assurances crédit pour les non-résidents. Mais pour la plupart des participants à ce webinaire, tout ça est déjà derrière vous et maintenant, on va s'attacher à ce qu'il faut entreprendre une fois que l'on est non-résident. Alors, en fait, quand on est non-résident, on a un certain nombre de thématiques qui vous sont spécifiques. D'abord, dans le cadre général, quand on part à l'étranger, on laisse derrière soi des biens immobiliers, en général sa résidence principale. Donc, se posera la question de savoir si je veux la vendre ou la mettre en location. Et puis, on laisse une épargne disponible dans une banque, qui est en général une banque française. Et donc, se posera la question de savoir comment est-ce qu'il va falloir gérer ces actifs qui sont plus ou moins importants au moment de notre départ. Très souvent, avoir recours à des gestionnaires locatifs, des conciergeries administratives et évidemment à des gestionnaires financiers aide considérablement les Français de l'étranger à s'organiser dans leur gestion patrimoniale. Va se poser ensuite d'autres sujets qui sont les sujets des choix des investissements que nous allons décliner tout à l'heure. Évidemment, se poseront aussi des questions d'harmonisation fiscale qui sont importantes, notamment quand on parlera plus tard d'impatriation, c'est-à-dire de retour en France. Alors, le constat, il est toujours un peu le même et il est passionnant pour nous, gestionnaires de patrimoine. Il est que quand on part à l'étranger, en général, on part aussi pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'on gagne plus de sous quand on est non-résident que quand on est résident fiscal français. En général, il est de coutume de dire
que l'on gagne presque le double, c'est-à-dire que l'on gagne en net le revenu brut chargé que l'on coûtait à l'entreprise avant notre départ. C'est statistiquement les normes que l'on observe. Sauf que quand on arrive à l'étranger, il faut répartir son budget de façon différente, notamment parce que quand on est en France, il est de coutume que notre entreprise ou l'État prennent en charge nos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation de nos enfants, la cotisation individuelle à la retraite, probablement une participation aux assurances chômage. Mais quand j'arrive à l'étranger, il faut que je gère moi-même l'ensemble de ces postes, avec toutefois très souvent moins de fiscalité que je ne peux en avoir en France. Donc c'est une organisation patrimoniale complètement différente qui s'impose à nous, avec la difficulté quelquefois que l'on ne sait pas bien pour combien de temps on va être expatrié. En général, on part en se disant à partir de 3 ans, mais nombre d'entre vous restent plus de 15 ans expatriés. Donc, comme on le disait, c'est un budget beaucoup plus important qu'il va falloir gérer de façon différente en prenant en compte des critères d'investissement qui sont différents, et c'est ça qui est intéressant, avec les investissements que l'on peut faire quand on est résident fiscal français. Comment répartir ces flux du coup? Alors, l'idée est la suivante. On va partir du principe, et évidemment tout ça est presque linéaire, que le profil type du Français à l'étranger gagne 200 000 $ par an. Il est de coutume de dire que à peu près 30% de cette somme doit d'une manière ou d'une autre être épargnée si l'on veut pouvoir couvrir l'ensemble des flux que l'on a évoqués précédemment. Dans cette par différence, en France, on est un pays où, malgré le fait que finalement tout soit pris en charge par l'État, assez paradoxalement, malgré ça, on est le deuxième pays au monde dans lequel il y a le plus d'épargne et d'épargnants. En France, on épargne presque 17,2% de ses revenus, ce qui est une masse assez considérable quand finalement, en France, l'épargne est avant tout une épargne de précaution. Ces Français, quand ils partent à l'étranger, ils vont en moyenne épargner à peu près 30% de leurs revenus. Donc, on va doubler le taux d'épargne. En fait, on va presque rajouter à ce taux d'épargne l'économie de la fiscalité ou en tout cas d'une partie des charges sociales que l'on fait à l'étranger. Ce qui finalement est assez logique quand on voit que c'est ces charges sociales qui financent la répartition des flux antérieurs. Notre recommandation, elle est évidemment de structurer son épargne autour d'une épargne financière et d'une épargne immobilière. L'épargne financière est évidemment beaucoup plus liquide, donc ça va être un tampon qui va nous permettre de plus épargner dans les périodes où on a plus de revenus et évidemment d'épargner un peu moins dans les périodes où on a moins de revenus. A contrario, l'épargne financière est une épargne beaucoup plus stable, beaucoup plus structurée dans le temps, probablement aux alentours de 20 ans, mais c'est aussi une épargne, et on le verra tout à l'heure, qui est beaucoup plus rémunératrice dans le temps grâce à l'effet de levier du crédit. C'est aussi une épargne qui se prête très bien à lutter contre l'inflation, on en parlera tout à l'heure, alors que l'épargne financière est moins résiliente à l'inflation pour une raison évidente, c'est que pour qu'elle soit productive de capitalisation, il faut à défaut au moins faire l'inflation pour protéger son pouvoir d'achat. D'accord. Du point de vue des investissements immobiliers, du coup, quels sont les critères d'acquisition de biens immobiliers pour les non-résidents? Alors, c'est très intéressant, les critères à prendre en compte en matière d'acquisition immobilière pour les non-résidents. On va commencer juste avant par expliquer pourquoi est-ce que l'investissement immobilier a un intérêt tout particulier dans le cadre de l'organisation de mon patrimoine. En fait, beaucoup d'entre vous le savent et en tout cas l'ont compris de façon empirique, acheter de l'immobilier locatif, et on ne parle pas là d'acheter sa résidence principale, est une formidable façon de développer son patrimoine en utilisant ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit.
L'énorme avantage de l'immobilier, c'est que finalement, c'est de l'épargne inversée. La banque va me prêter maintenant de quoi acheter un bien immobilier. Et l'énorme intérêt de cette typologie d'épargne, c'est notamment que nous allons être plusieurs, au moins deux, à rembourser ce crédit bancaire. Le premier contributeur de ce crédit bancaire doit être mon locataire. Et si mon organisation immobilière est correcte, normalement, mon locataire va à peu près contribuer aux 2/3 au remboursement de mon crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma participation à moi dans le remboursement de mon crédit sera du tiers restant. Alors, en fonction de la rentabilité de l'opération, c'est un peu plus, un peu moins. Quand on parle du remboursement du crédit, il faut évidemment évoquer le remboursement du crédit plus les charges, plus le cas échéant de la fiscalité qui entoure cette opération. Mais l'idée, c'est que mon locataire va financer entre la moitié et les 2/3 du crédit et de l'ensemble de ses charges en fonction de la rentabilité de mon opération. J'attire évidemment votre attention sur le fait que la rentabilité d'une opération, c'est une rentabilité nette de charges et nette de fiscalité, et qu'on ne parle pas là de la rentabilité brute d'une opération. Quelquefois, une opération qui présente sur le papier une rentabilité brute extrêmement importante peut être évidemment considérablement altérée par le fait qu'il y a beaucoup de charges annexes ou une fiscalité importante. J'en reviens au vecteur d'investissement quand on est français et qu'on est français non résident. On a probablement deux typologies ou deux filtres à appliquer dans nos investissements. Le premier est le filtre de la facilité de la gestion locative. C'est déjà compliqué de gérer de locataires quand ils habitent sur le trottoir d'en face, mais quand on habite à Singapour, à Dubaï, en Corée, aux États-Unis, et qu'on est loin de tout ça et qu'en plus on a un décalage horaire, avoir à gérer un locataire est quelquefois un frein qu'il est difficile de surmonter. On va donc avoir trois typologies de produits qui nous paraissent plus intéressants que d'autres. Première typologie de produits, c'est évidemment les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est en fait de la pierre-papier. C'est une participation financière à une société civile. Et l'énorme avantage de cette organisation immobilière, c'est que nous allons nous mettre à plusieurs investisseurs, plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs en général, pour acheter de l'immobilier commercial, à défaut de souvent ce que l'on fait en direct de l'immobilier résidentiel. L'immobilier commercial est plus rentable que l'immobilier résidentiel, mais en général, le ticket d'entrée est beaucoup plus important. Et donc, on va se mettre à plusieurs pour acheter de l'immobilier commercial, et donc on va en mutualiser les revenus, mais aussi les risques. Et l'énorme avantage de ces SCPI, c'est qu'elles vont nous servir un revenu net de charges et net de fiscalité locale, c'est-à-dire en général net de taxes foncières. Il y a deux grandes familles de SCPI, pour nous qui sommes des Français de l'étranger. Les SCPI investis en France ou massivement en France. Ces SCPI vont, pour nous, nécessiter le paiement d'une fiscalité, d'impôt sur le revenu foncier. En revanche, dans beaucoup de cas, les SCPI françaises investies en Europe et en Allemagne en particulier nous permettent à nous expatriés, Français non résidents, d'être très souvent, de concevoir que ces revenus que l'on touche de ces SCPI sont très souvent nets de fiscalité. Donc en général, on choisira plutôt, quand on est Français non résident, des SCPI françaises, mais investies dans le reste de l'Europe, où la fiscalité est prélevée à la source et donc en général ne génère pas de fiscalité complémentaire. Donc ça, c'est le premier axe intelligent d'investissement immobilier. Le deuxième que l'on utilise beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de la résidence de service. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des EHPAD, des résidences de tourisme, des résidences affaires, des résidences étudiantes ou des résidences seniors non médicalisées. En ce qui nous concerne, nous allons mettre de côté
les EHPAD, les résidences de tourisme et les résidences affaires. Ce ne sont pas des typologies de résidences que nous proposons à nos clients parce que nous considérons que nous en maîtrisons mal le business model. Voilà. Je ne suis pas un hôtelier et je ne suis pas en mesure de savoir si le projet dans lequel je peux faire investir un client sera rentable ou pas rentable. La problématique des EHPAD est un petit peu différente. J'ai, pour ma part, un peu peur de l'évolution des normes dans ce type d'investissement et donc je préfère les laisser de côté. En revanche, les résidences étudiantes et les résidences seniors non médicalisées ressemblent beaucoup à de l'immobilier classique. J'achète un studio, j'achète un appartement en centre-ville ou à proximité immédiate d'un campus universitaire. Et finalement, ce qui va différer de ce type d'investissement, c'est la typologie du bail. Je vais là avoir un bail commercial, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un exploitant qui va me payer mon loyer, quel que soit le taux de remplissage de mon appartement. Qu'il soit vide ou occupé, j'aurai un loyer et c'est mon exploitant qui, dans la majeure partie des cas, s'occupe de l'entretien de mon appartement et de l'immeuble. Et en général, ce coût d'entretien est compris dans le loyer que l'on me sert. Donc, le premier avantage de ce type d'investissement vient de la facilité de gestion ou de la facilité de l'environnement de gestion. Le deuxième avantage, il va être fiscal. C'est parce que quand j'ai acquis, quand j'achète un appartement dans ce type au travers de ce type d'investissement, la mise en location se fait en location meublée. Et là, j'ai un régime fiscal tout à fait attractif qui s'appelle celui de la location meublée non professionnelle, qui par un jeu d'amortissement permet, en amortissant les murs de mon immeuble, de neutraliser la fiscalité sur les loyers que je vais percevoir. Avec un énorme avantage qui est qu'il y a une décorrélation qui s'opère entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. Comptablement, je passe de la charge, je neutralise ma fiscalité, mais il n'y a pas de baisse de la valeur fiscale de mon appartement, ce qui veut dire que je ne remets pas à plus tard le paiement d'une fiscalité sous la forme de la matérialisation d'une plus-value due à l'amortissement. Donc, c'est aussi des vecteurs d'investissement qui sont intéressants parce que peu ou pas d'exposition fiscale et pas de gestion locative. Donc, on utilise beaucoup ce type d'investissement. Troisième vecteur d'investissement qui nous paraît intelligent pour les Français non résidents, c'est celui de la nue propriété ou du viager. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, finalement, c'est très semblable. Des acquisitions immobilières qui ne vont pas donner lieu à des revenus locatifs. C'est-à-dire que quand j'achète de la nue propriété, je suis privé du revenu par la personne qui va, elle, acheter l'usufruit. On reviendra sur tout ça en détail si ça vous intéresse un peu plus tard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon immeuble, mon appartement, je vais l'acheter avec une décote. S'il vaut 100 et que je suis privé de revenus pendant 15 ans, alors je vais le payer 60% de sa valeur, je vais le payer 60. En fait, je vais déduire du prix d'acquisition l'ensemble des loyers que je ne percevrai pas pendant la période de démembrement. C'est comme ça que ça s'appelle quand on sépare la nue propriété de l'usufruit. Ce démembrement est temporaire et donc dans 15, 17, 20 ans, au terme de la durée contractuellement prévue, ce démembrement, cet appartement sera remembré et je pourrai récupérer mes loyers et la gestion locative de mon appartement. Je pourrais l'habiter ou le revendre. Finalement, le viager, c'est un peu la même chose, sauf que ce démembrement n'est pas le caractéristique de l'acquisition d'une nue propriété et d'un usufruit, mais de la séparation de la valeur de l'appartement avec ce que l'on appelle la DUH, le droit d'usage et d'habitation. Et exactement de la même façon en viager, je vais avoir une décote sur le prix de l'acquisition de l'appartement que j'acquiers, décote qui est fonction de l'âge du senior qui m'a vendu son appartement en viager. Plus son âge est élevé et plus la décote sera faible, plus mon senior est jeune, plus ma décote sera importante. Évidemment, à la différence de la nue propriété, il y a un aléa dans le viager parce que le viager va s'atteindre avec le décès
de la personne qui m'a vendu son appartement. Alors que dans un cas de démembrement temporaire d'usufruit, le contrat a une durée déterminée à l'avance. Là, il y a plusieurs avantages aux viagers, notamment. Un, celui qui n'y a pas en général besoin de monter d'opérations bancaires parce que le bouquet est assez faible en montant au regard du prix de l'appartement et que finalement, dans ce type d'opération, mon banquier, c'est le seigneur qui m'a vendu mon appartement et auquel je vais régulièrement tous les mois en général payer une rente. Et l'avantage conjoint du viager et de la nue propriété réside dans le fait que comme je n'ai pas de revenus, je n'ai évidemment pas de fiscalité, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en France, on a une fiscalité sur le revenu. Dans les deux cas, il y a une exposition très faible à l'IFI, il n'y en a pas du tout dans un cas de démembrement. Quand j'ai la nue propriété d'un bien immobilier, le bien ne rentre pas dans l'IFI et la valeur de l'IFI est très minorée quand je détiens un bien en viager. Voilà sur la partie immobilière de la typologie des produits que l'on aime bien retenir quand on s'adresse à des non-résidents. D'accord. Qu'en est-il du point de vue des investissements financiers? Quel est l'intérêt d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois? Alors absolument. Pour les investissements financiers, j'allais dire que c'est plus simple. La grande recommandation assez universellement partagée pour les Français de l'étranger, c'est d'investir, quand c'est possible, et dans la majeure partie des cas, ça l'est, sur ce que l'on appelle des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Alors, pourquoi typiquement sur ce type de produit? D'abord, pour une raison très simple, c'est que quand on part vivre à l'étranger, beaucoup de produits d'investissement français vous sont fermés. En théorie, vous ne devriez pas pouvoir ouvrir de PEA et à de très rares exceptions près, les exceptions sont celles des compagnies d'assurance qui l'acceptent, vous ne devriez pas pouvoir ouvrir de contrat d'assurance vie en France. Et donc finalement, quand on veut, il y a plein de raisons qui pourraient nous pousser à le faire, quand on veut localiser ou stocker son épargne en France ou en Europe, eh bien finalement, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions que celle du contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, je reviens, un peu comme on l'a fait en immobilier tout à l'heure, je reviens en 3 minutes sur les grands principes généraux des contrats d'assurance et des contrats d'assurance vie luxembourgeois en particulier. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça pour bien en comprendre l'intérêt. Alors déjà, en France, on a l'habitude de tous ces contrats. Et la raison pour laquelle on a autant de contrats en France, elle est très simple, c'est qu'on a une fiscalité extrêmement significative sur les opérations financières. À chaque fois que je matérialise une plus-value ou à chaque fois que je sors un dividende d'une action ou un coupon d'une obligation, je dois m'acquitter d'une fiscalité. Fiscalité significative, puisqu'elle va être de 30% de mes plus-values et de 30% en flat tax du détachement de coupons ou du paiement d'un dividende. Et donc, cette somme à payer à l'État, elle est extrêmement confiscatoire, d'autant que si je matérialise une plus-value et que le fruit de cette vente est réinvesti dans d'autres actions, eh ben, j'aurai beaucoup moins de cash à réinvestir dans mon opération financière d'après que celle que je sors de mon opération précédente. Donc, en fait, la gestion de cette organisation financière au travers de comptes titres est extrêmement confiscatoire. C'est la raison pour laquelle on a tous ces contrats de CAPI, ces PEA, ces Madelin, ces contrats d'assurance vie, ces PERP, etc., etc. Le dénominateur commun en France de l'ensemble de ces contrats, c'est qu'ils vont nous permettre d'encapsuler, comme ça qu'on dit, notre gestion à l'intérieur de ces contrats. Et le dénominateur commun de tous ces contrats, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur de ces contrats reste dans les contrats. C'est un peu comme quand on part en vacances à Marrakech. Et par conséquent, ce n'est que quand on va sortir l'argent de ces contrats que l'on va s'acquitter d'une fiscalité. Les modalités de souscription et les modalités de sortie sont propres à chacun des contrats. On a une défiscalisation quand on investit dans des contrats retraite en France, mais on a une fiscalité à la sortie des fonds d'un contrat retraite. On n'a pas de défiscalisation quand on rentre dans un PEA, mais on a une exonération de la fiscalité sur la plus-value, pas de la CSG-CRDS, quand on sort d'un PEA. En fait, chaque contrat a ses caractéristiques. Le contrat d'assurance vie, il a une caractéristique intéressante pour nous, qui est que
on va faire le distinguo entre le souscripteur du contrat, c'est-à-dire celui qui met l'argent dans le contrat d'assurance vie, et le bénéficiaire du contrat, c'est-à-dire celui qui va toucher les sous au moment du décès du souscripteur. Et ce distinguo, il est intéressant à 2 titres. D'abord parce qu'il me permet de nommer des bénéficiaires qui ne sont pas forcément mes bénéficiaires évidents. Voilà, ça peut être une association, ça peut être un parti politique, ça peut être un neveu, une nièce, un tiers, ça peut être absolument n'importe qui. Et ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce contrat d'assurance vie, au moment où on va le dénouer par le décès, il va offrir à mes bénéficiaires un barème successoral qui est beaucoup plus faible que le barème successoral français classique. D'abord, mes bénéficiaires, ils vont unitairement bénéficier de 152 000 euros d'exonération fiscale sur les premiers 152 000 euros qu'ils vont recevoir. Le barème successoral est ensuite de 20% à due concurrence de 852 000 euros et puis 30% au-delà de 852 000 euros par bénéficiaire. Et donc, on est là dans une organisation successorale qui est beaucoup plus faible que l'organisation successorale classique en droit des successions français qui, assez rapidement, nous emmène jusqu'à 45% de tranche marginale de fiscalité sur la succession. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, plus restreint, il est que je vais pouvoir, quand je suis seul, ressortir 4 100 euros par an en exonération de fiscalité sur la plus-value. Attention, ce n'est pas le même droit que celui de la succession, de la plus-value de mon contrat d'assurance vie. Cette somme est doublée pour les couples mariés. Ce qui en fait un relativement produit de rente au moment de ma retraite, puisque avant d'avoir ressorti chaque année 9 000 euros de plus-value sur un contrat d'assurance vie, il faut que celui-ci ait très bien marché dans le temps pour que la quote-part de la plus-value que je ressorte soit chaque année supérieure à 10 000 euros. Ou alors que je ressorte énormément de fonds. Donc ça, c'est le cadre général de ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie. Alors, pourquoi le contrat d'assurance vie luxembourgeois ? Eh bien, en fait, il va présenter les mêmes avantages que le contrat d'assurance vie français. Il n'a pas d'inconvénients, mais il va présenter des avantages complémentaires au contrat d'assurance vie français. Avantages de 3 types. Avantage fiscal. Au moment de la sortie de ce contrat d'assurance vie, c'est la fiscalité de mon pays de résidence qui va s'appliquer et pas la fiscalité française ni la fiscalité luxembourgeoise. Le Luxembourg est neutre, transparent et neutre fiscalement, avec le pays de résidence des souscripteurs des contrats ou des bénéficiaires des contrats. Et donc, si je suis résident à Singapour, à Dubaï, à Bruxelles ou dans un certain nombre de pays comme ça, je n'aurai pas de fiscalité au moment où je sortirai de mon contrat. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, il réside dans la sécurité autour de ces contrats d'assurance vie. En France, on sait que l'État ne garantit les contrats qu'à hauteur de 70 000 euros par contrat. C'est-à-dire que si demain, la banque dépositaire ou la compagnie d'assurance déposait le bilan, eh bien l'État ne me rembourserait que 70 000 euros de mon contrat. Au Luxembourg, par une organisation sur laquelle on va revenir et qui leur est propre, le Luxembourg a la capacité à me garantir 100% de mes dépôts. Alors non pas, même si c'est le cas, que le Luxembourg soit plus riche que la France, mais ça tient au système des contrats d'assurance vie luxembourgeois qui ne sont pas en fait déposés chez les assureurs, mais dans des banques dépositaires, c'est-à-dire dans des banques qui n'ont que comme seule fonction d'accueillir les fonds des assureurs et qui n'ont pas le droit de faire de prêts. Et donc, normalement, elles ne devraient pas pouvoir déposer le bilan. Elles n'ont même pas le droit de faire de prêts de titres, à la différence des banques françaises, c'est-à-dire de prêter les titres que vous déposez chez eux à d'autres établissements financiers. Et donc, on est dans un schéma sécuritaire bien supérieur à celui de la France.
Le troisième avantage des contrats d'assurance vie luxembourgeois, c'est que l'amplitude de frais est extrêmement importante. Il y a des gens qui vous vendent ça des fortunes, mais en général, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, quand il est bien monté, il est beaucoup moins cher que le contrat d'assurance vie français. Et les sous-jacents, c'est-à-dire les produits qu'on met dedans en matière de gestion, sont aussi beaucoup moins chers que les produits d'assurance, les produits qu'on trouve dans les contrats d'assurance vie français. Or, la chose financière est un jeu à somme nulle. Une obligation ou une action, ça produit un coupon ou un dividende et une plus-value éventuellement. Si j'ai beaucoup de frais, eh bien finalement, je vais venir obérer à risque équivalent, je vais venir obérer ce rendement du montant de mes frais. Et dans un univers où les rendements sont quand même relativement faibles aujourd'hui en matière de dividendes ou de coupons obligataires, il faut faire extrêmement attention à cette enveloppe de frais. Et donc, les contrats d'assurance vie luxembourgeois bien montés permettent de très significativement réduire les frais de ces contrats. Un seul inconvénient pour vous qui êtes des Français non résidents, le ticket d'entrée d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est en général autour de 250 000 €. Voilà l'environnement financier classique. Alors, je m'aperçois que je prends un tout petit peu plus de temps que prévu. Je suis probablement en retard de 6-7 minutes sur le planning que je m'étais donné. Un rapide détour par le crédit et la façon dont on finance son acquisition immobilière quand on est français non résident. Dans la très grande majorité des cas, si vous êtes salarié et que vous êtes, quelle qu'en soit l'entreprise, et que vous êtes dans un très très grand nombre de pays dans lesquels les devises ont une valeur, en fait c'est ça qui va compter, vous êtes finançable par une banque française pour un investissement immobilier locatif en France. Voilà. Alors, malheureusement, si vous êtes chef d'entreprise à l'étranger, c'est plus compliqué. Et si vous êtes dans des pays dans lesquels la devise est peu ou mal convertible, alors c'est évidemment très compliqué puisque la banque a le sentiment, à juste titre, que vous ne pourrez pas sortir le fruit de votre rémunération pour payer la différence qu'on évoquait tout à l'heure entre le montant du crédit et des charges et le loyer que vous allez percevoir. Il est donc très important que vous soyez capable de démontrer à la banque que vous êtes capable de sortir des devises du pays qui vous emploie. Une fois qu'on a dit ça, les modalités de financement des banques pour vous qui êtes des Français non résidents sont finalement très faciles à comprendre et très homogènes. La banque va vous dire, nous on finance 90% du projet. Et finalement, quel que soit votre projet, c'est vrai. À vous de financer donc les 10% restants du projet et les frais. Et toute la difficulté est de bien cerner cette notion de frais. Quand j'acquiers des SCPI, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette pierre papier, alors j'ai peu ou pas de frais. J'ai un peu de frais de courtage, j'ai probablement des frais de nantissement de part des SCPI. Et donc, si je veux acheter 100 000 € de SCPI, probablement 10-12 000 € de dépôt, de garantie, d'apport à l'opération devraient contenter la banque. Voilà. Ça, c'est en général comme ça que ça se passe. Quand j'achète de l'immobilier neuf, j'ai là aussi assez peu de frais. Les frais de notaire sont réduits, j'ai pas de frais de transaction immobilière. Nos frais à nous, gestionnaires de patrimoine de transaction, sont en général payés par le promoteur immobilier. Et donc, en général, avec 15% du montant global de l'opération, je m'en sors. Alors, quand je fais de la location meublée, il faut peut-être ajouter un peu de prix de meubles, etc. Mais on reste dans des enveloppes d'apport qui sont relativement faibles. C'est très souvent ça, la raison qui pousse les conseils en gestion de patrimoine que nous sommes à vous proposer de l'immobilier neuf. C'est qu'on sait bien que c'est paradoxalement plus facile à financer. L'immobilier ancien, eh bien, il voit se cumuler d'importants postes de frais. D'abord, les frais de notaire sont plutôt en général de 8,5% que de 2,5%. Ensuite, quand on parle d'immobilier ancien, il y a toujours des frais de transaction immobilière. En général, on est passé par une agence. Et même si l'agence, c'est nous, conseil en gestion de patrimoine, ces frais ne sont pas inclus dans les frais d'achat, dans les coûts d'acquisition, et ils viennent donc s'ajouter à l'apport. Donc, ça peut être 2, 3, 4% en montant du volume de l'investissement immobilier, mais ces frais, ils se rajoutent bel et bien à l'apport. Et puis, quand on achète de l'immobilier ancien, il y a toujours un minima, un peu de travaux à faire pour remettre l'appartement en état.
ces frais de travaux sont aussi relativement mal financés pour les Français de l'étranger, et les meubles, quand on veut faire de la location meublée pour des raisons fiscales, viennent aussi s'ajouter au montant de l'apport. Et donc, il n'est pas rare, quand on acquiert un appartement classique et qu'on souhaite le mettre en location, de se retrouver avec entre 20, 30, quelquefois 40% de nécessité d'apport, ce qui rend malheureusement les opérations quelquefois un peu contre-productives en matière d'effet de levier. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a quelquefois le sentiment que le financement des opérations immobilières est compliqué pour les Français de l'étranger. En fait, ce n'est pas exactement le cas. C'est juste qu'on a plus de mal à faire financer les frais qui tournent autour de ces opérations, et c'est donc peut-être qu'il faut en changer la nature. Ou se diriger vers des opérations en viager, où le bouquet est en général entre 20 et 30% de la valeur du bien que l'on souhaite acquérir. Voilà la présentation que je voulais vous faire de ces orientations stratégiques un peu génériques que l'on réserve à ces Français de l'étranger. Pour revenir en 3 mots très rapidement sur VIA. Donc VIA est une équipe qui existe depuis une dizaine d'années. C'est une trentaine de collaborateurs, trentaine de consultants, une dizaine de personnes en back-office, fait une quarantaine de collaborateurs. On a 2200 clients à peu près chez VIA. On exerce les métiers que j'évoquais dans ce webinaire, c'est-à-dire celui de la gestion d'actifs financiers, celui de la transaction immobilière au sens très large. On gère en actifs financiers un peu plus de 350 millions d'euros d'actifs chez VIA. L'année dernière, on a fait 457 transactions immobilières sur tout type d'immobilier. Vraiment, un panel très très large de produits immobiliers. On opère le financement par l'intermédiaire de courtiers. On ne le fait pas nous-mêmes sur ces opérations de financement. C'est un métier très spécialisé, notamment pour les Français de l'étranger. Et puis, on donne du conseil en matière de fiscalité, du conseil beaucoup en matière d'organisation et de droit de la famille. Moi, je suis fiscaliste de formation. J'ai 2 de mes associés qui ont exercé le notariat pendant une dizaine d'années. Donc, on est assez à même d'accompagner les familles sur les différentes étapes de la vie, rédaction de contrat de mariage, transmission, inventaire liquidatif de divorce. On a même malheureusement quelquefois été exécuteur testamentaire pour le cas de clients. Et ces 3 métiers, on les exerce pour 3 types de clients. Évidemment, des clients résidents fiscaux français. Vous l'avez bien compris, une très large part de nos clients sont à l'étranger, des Français non résidents. Et puis, on a une caractéristique particulière, c'est qu'on a un pôle handicap assez significatif chez VIA. On fait de la gestion de patrimoine pour des majeurs sous tutelle, des mineurs ou des gens qui ont eu un accident de la vie et qui se retrouvent à devoir faire des investissements avec des orientations fiscales qui sont un petit peu différentes et un peu spécifiques. Donc voilà la très très rapide présentation que je voulais vous faire de VIA. Voilà, et pour ma part, je m'appelle Stéphane Moller, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, après avoir passé une grosse partie de ma vie dans la banque de marché. Et entre les deux, j'ai été, par un hasard de la vie, patron d'une boîte de télécom pendant une dizaine d'années. Voilà, donc 3 carrières, 3 fois 10 ans, et j'ai un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. J'ai été un peu plus long que ce que je pensais, 9-10 minutes de plus. Et s'il est encore temps, Marie, je vous laisse la parole pour quelques questions. Oui, merci Stéphane pour ces explications, pas de souci pour le temps. Donc oui, on passe à la partie questions-réponses. Il est encore temps de poser vos questions via l'onglet questions, si ce n'est pas déjà fait. Donc on a collecté déjà des questions lors de votre inscription et via le chat là. Donc on va commencer avec une question d'Olivier qui demande quelles recommandations quand on possède déjà des produits financiers en France, donc assurance vie, PEA, les conserver, les transférer. Alors, à mon sens, le PEA se conserve. Il est intéressant, le PEA, parce que normalement, c'est des produits qui ne sont pas ouverts aux non-résidents. Alors, quand on en avait un avant de partir, on n'est pas toujours contraint de le fermer. Quelquefois, la banque peut vous le demander, notamment les banques en ligne, qui n'ont pas la capacité ou la faculté à gérer des non-résidents et qui, quelquefois, nous demandent de fermer des comptes. Donc, c'est intéressant de garder son PEA. Le contrat d'assurance vie,
je vais vous faire un peu une réponse de Normand, mais ça dépend du montant qu'il y a dessus et de la typologie des produits et des frais, et puis aussi de la durée de l'expatriation. Moi, j'ai coutume de dire que les produits financiers, c'est une galaxie d'arbitrage. Il est intéressant de déplacer sa masse d'épargne d'un produit vers un autre quand on a le sentiment que le nouveau produit dans lequel on peut être investi sera productif de plus de revenus à risque équivalent toujours. Et ce, pour une durée assez longue. Parce que si déplacer votre épargne chez Via vous rapporte 1,5% de plus, mais que la durée d'investissement cible, c'est 2 ans, peut-être que c'est beaucoup de problématiques et éventuellement de fiscalité à payer au moment où il faut sortir du contrat d'assurance vie français pour un gain marginal assez faible. Maintenant, si le déplacer cette épargne nous permet un gain en matière de revenus relativement significatif pour une durée très longue, alors oui, évidemment, se tourner vers les contrats d'assurance vie luxembourgeois, notamment, peut être vraiment intéressant. D'accord. Une question peut-être d'Isabelle. Comment sélectionne-t-on un investissement dans une résidence de service ? Il y a 2 critères pour moi. Le premier, alors dans une résidence de service, peut-être que les critères s'inversent un tout petit peu. J'aurais dit c'est l'emplacement. Comme en immobilier classique, même pour une résidence de service, l'emplacement est absolument primordial. Mais, et on reviendra sur le mais tout à l'heure, mais en parallèle de cette problématique d'emplacement, c'est évidemment le gestionnaire locatif qui est extrêmement important. Dans l'univers des résidences services seniors, il y en a pour moi un qui est un archi-leader d'une société qui est extrêmement rentable, qui a pignon sur rue depuis 20 ans et que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Domitis, D-O-M-I-T-Y-S, probablement un des plus beaux exploitants en France en matière de résidences de services. Le panel est plus large pour les résidences étudiantes, Résidétudes, Studéa, l'AMI, LP Promotion Privilège sont des bons gestionnaires. Évidemment, quand on acquiert des appartements dans des résidences de services, les résidences étudiantes doivent être au sein ou à proximité de très grandes villes, mais surtout immédiatement proches de campus universitaires, pardon. C'est absolument primordial. On n'achète pas un appartement dans une résidence étudiante en face de l'IUT de Troyes dans l'Aube. Ça va être compliqué de la remplir, mais ce que je vous dis correspond à une réalité. Les résidences seniors, autant il n'y a pas des étudiants partout, autant il y a des seniors partout. Moi, j'ai tendance à penser que si l'exploitant est de très bonne qualité et qu'il y a plus de 20 000 seniors dans l'agglomération à laquelle on s'adresse, on n'a pas de difficulté de remplissage de la résidence. Après, le problème qu'on va avoir, si on se positionne dans des villes trop petites, c'est des problèmes de décorrélation entre le prix des appartements de ces résidences et du marché local. Et donc, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il faut faire de l'investissement immobilier dans des grandes villes parce qu'en fait, il y a moins de décorrélation entre les deux. Là, par exemple, on a, vraiment à titre d'anecdote, mais un appartement à vendre à Cachan dans une résidence étudiante d'occasion près de Paris. L'appartement vaut de mémoire 4 800 € du mètre carré. C'est le prix de la ville. Donc finalement, le bail commercial vient en support et en confort de cette opération. On ne surpaye pas le bien parce qu'il y a un bail commercial. Et finalement, la synthèse de l'intérêt de la qualité du gestionnaire et de l'emplacement, c'est qu'il faut essayer qu'au total, le bail commercial soit un confort et pas la raison de cet investissement. D'accord. Merci. Une question peut-être d'Anne. Comment investir quand les revenus mensuels ne sont pas fixes ? Ah, ça, c'est une bonne question. Les banques détestent ça. Et en fait, dans ce cas-là, ce qu'elles vont nous demander, c'est d'abord quelle est la part de revenu fixe, parce qu'il y a quand même en général un revenu fixe, et essayer de calculer le taux d'endettement par rapport à ce revenu fixe. Et la deuxième, c'est qu'elle va nous demander une antériorité sur le paiement des primes. Et c'est un peu comme quand on est profession libérale, quand on a des grosses parts de revenus variables. Si on est capable de faire la démonstration de la récurrence des primes, alors la banque va nous prêter. Si ça fait moins de 2 ans, 3 ans que l'on est au même poste et qu'on n'est pas capable de démontrer la récurrence des primes, c'est plus compliqué. Plus compliqué, ça ne veut pas dire impossible, mais c'est plus compliqué.
D'accord. Une question de Nadège. Peut-on s'assurer que l'exploitant, dans le cadre d'une résidence de service, ne viendra pas baisser les loyers et de ce fait baisser la rentabilité? Non, on ne peut pas s'en assurer. Ce dont on est sûr, c'est que pendant la période couverte par le bail, là, on est tranquille. Il n'y a pas de baisse possible des loyers. Même les cas de force majeure de Covid, etc., n'ont pas permis les exploitants de baisser les loyers. Certains, assez peu dans les résidences étudiantes et dans les résidences seniors, mais évidemment beaucoup plus dans les résidences étudiantes, ont suspendu le paiement des loyers, mais ceux-ci devront être acquittés. Donc ça a fait un trou de trésor, mais derrière, les propriétaires doivent récupérer leur loyer. Résidétude a suspendu le paiement des loyers pendant un trimestre et les a rendus avec des intérêts significatifs d'ailleurs. Domitis ne les a pas suspendus. Et en fait, dans l'ensemble, dans les résidences étudiantes et les résidences seniors, ça n'a pas été trop compliqué pour les investisseurs. Au terme du premier bail, normalement, le bail est reconduit par tacite reconduction dans des conditions équivalentes au premier bail. Donc, dans, on va dire, 95% des cas ou 90% des cas, le bail est reconduit. Si l'exploitant souhaite diminuer le montant des loyers, il doit démontrer au tribunal de commerce, en cas de litige bien sûr, que le loyer payé n'est pas dans les normes d'exploitation de la profession et entache sa capacité bénéficiaire. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller se tourner vers des exploitants qui ont pignon sur rue depuis longtemps et qui sont rentables, parce que dans ce cas-là, même si une résidence est un peu moins bénéficiaire qu'une autre, ce qui peut évidemment arriver, ils ne pourront pas baisser votre loyer parce qu'en général, le bail est signé avec l'exploitant au sens large et pas avec la société d'exploitation locale, ce qui est probablement aussi une chose à laquelle il faut faire attention. Donc, ça veut dire que même si cette résidence-là n'était pas suffisamment rentable, en théorie, l'exploitant ne pourrait pas baisser son loyer. Voilà. En synthèse, les exploitants de bonne qualité ne baissent pas leur loyer et de temps en temps, on est confronté à des exploitants locaux ou de qualité un peu inférieure qui peuvent justifier une baisse de loyer qu'on leur acceptera s'ils sont de bonne foi et qui malheureusement donnera lieu à des litiges s'ils sont de mauvaise foi. D'accord. Merci. Je prends encore quelques questions et après on clôturera. Une question de Georgia. Avez-vous des gestionnaires dédiés par pays ou zone avec une connaissance de la fiscalité locale? Alors, ça dépend des pays et des zones. On a 4 personnes à Singapour, on en a 2 à Dubaï qui rayonnent dans ces différentes zones. On a un bureau permanent à Londres. On a un bureau à l'île de la Réunion. C'est la France, mais quelquefois, il y a quelques spécificités. Pareil dans les Antilles. On commence à bien connaître les spécificités de beaucoup de pays. Il y a en fait 2 grandes typologies de pays. Il y a ceux qui ne taxent pas sur les revenus mondiaux et ceux qui taxent sur les revenus mondiaux. Et tous, l'essentiel des pays avec lesquels on travaille, ont des conventions fiscales avec la France. Donc, en général, quel que soit votre pays de résidence, même si on ne sait pas immédiatement, on sait où aller chercher l'information. En fait, notre métier, c'est les métiers de juriste, c'est-à-dire que très souvent, notre métier ne consiste pas à avoir une connaissance exhaustive de chacune des situations possibles, mais très souvent de savoir où aller chercher les réponses aux questions qu'on se pose. Mais au fil des années, on commence quand même à avoir nativement beaucoup de réponses à quelques questions. D'accord. Une question de Julien aussi. Avez-vous des conseils pour réduire les droits de succession, notamment en termes de barème d'imposition? Oui, alors chaque cas est un peu particulier, mais les donations, la création de SCI, en face d'un actif immobilier, on va mettre un crédit et donc on va diminuer la valeur de la structure à transmettre, le contrat d'assurance vie, bien sûr, faire le choix. Alors, faire très attention à ce que je vais dire, mais faire le choix de son pays de résidence fiscale au moment du décès. Chacun d'entre vous savait évidemment, et je ne l'ai pas mis dans la liste des choses à faire quand on arrive dans un pays, mais il faut immédiatement, quand on s'expatrie, la première des choses à faire, c'est de faire un testament. Un testament qui va stipuler rien d'autre que le pays de résidence fiscale qui doit être pris en considération dans l'organisation de votre transmission patrimoniale. Je suis à Singapour ou à Dubaï, il m'arrive un malheur, je décède.
Je vous garantis une chose, c'est un bordel sans nom en l'absence de will, en l'absence de testament, pour savoir quel est le pays compétent en matière de transmission patrimoniale. C'est d'ailleurs tristement ça qui m'a emmené à Singapour la première fois il y a quelques années. C'était d'essayer de dépatouiller un conflit entre la France et Singapour, chacun des deux pays se déclarant compétent en matière d'organisation de la fiscalité, avec des enfants et des épouses d'ailleurs, une ex en France et une épouse à Singapour. Finalement, le même genre de bordel, passez-moi l'expression, que celui du cas de Johnny Hallyday dans son décès, avec deux systèmes fiscaux qui s'opposent, celui des États-Unis et celui de la France. Donc, ma première recommandation, elle est de faire un testament et de choisir la législation qui devra s'appliquer au moment de mon décès. Attention à choisir la législation étrangère si vous avez des biens en France, parce que ça va être compliqué de contourner la législation française. Donc voilà, à mon avis, le bon choix quand on est français et non résident est très souvent de choisir la législation française et d'essayer d'organiser son patrimoine au moment où on le conçoit, autour de ces problématiques de transmission. D'accord. On va finir avec quelques questions peut-être plus spécifiques. Une question d'Hélène. Quel est le montant de la CSG RDS des revenus fonciers en étant expat ? Alors ça, c'est trop spécifique. En fait, ça va dépendre de est-ce que vous êtes en Europe ou hors Europe et d'un certain nombre d'autres cas de figure. Il y a une matrice qu'il faudrait que je vous montre, mais ça, il faut qu'on regarde de façon plus spécifique quelle est la part de la CSG notamment qui s'applique et qui peut être différente d'un pays à l'autre. D'accord. Et enfin, une question de Magali, dernière question. Qu'en est-il de la fiscalisation des expatriés français militaires ? Pareil, la question est un peu spécifique. Elle va beaucoup dépendre d'abord du type de contrat que vous avez avec l'armée et surtout du pays dans lequel l'État vous a envoyé et de la durée de votre séjour. En général, quand on est militaire, on paye sa fiscalité en France, on est détaché, mais la fiscalité que l'on paye est réduite du nombre de jours que l'on passe à l'étranger. Ça, c'est le cadre général. Après, on peut être détaché et, par exemple, dans une ambassade et payer sa fiscalité locale. Mais ces cas sont plus rares. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre un peu de votre contrat, du pays dans lequel vous êtes, et puis du type du durée de séjour, type de séjour et de leur durée que vous faites à l'étranger. Bon, super. On va maintenant clore ce webinaire. Merci encore Stéphane. Et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour merci Marie, pour votre accueil. J'espère que ça vous a plu. Mes coordonnées, mon adresse mail s'affiche là. Oui. Vous allez de toute façon tous recevoir un petit mail de remerciements pour votre participation à ce webinaire. Et évidemment, Marie me fera suivre vos éventuelles questions et je prendrai volontiers contact avec vous, soit directement, soit quelquefois par l'intermédiaire de nos équipes justement qui gèrent chacune de nos implantations locales. Merci encore, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura intéressé et si c'est le cas, il y aura de nombreux autres thèmes à évoquer tous ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Stéphane et ses équipes directement à l'adresse suivante donc, qui est indiquée sur le chat, mais s.moller@via-ap.com. Et pour toute question sur votre expatriation ou votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le forum d'expat.com. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt.